Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je voudrais aujourd'hui commenter une émission d'Alain Finkielkraut intitulée Réplique. C'est une reprise en fait qui a été diffusée par France Culture le 16 mai dernier à l'occasion du décès du sénateur socialiste Henri Weber. Et donc dans cette émission, eh bien, apparaissait à côté d'Alain Finkielkraut Henri Weber, alors qu'il était bien sûr encore des nôtres, Régis Debray et Finkielkraut lui-même. Et si je parle de cette émission, si je veux faire en quelque sorte une réplique à réplique, c'est parce que Weber et Finkielkraut ont passé leur temps à attaquer le communisme et le marxisme, et Régis Debray, qui de ce point de vue a connu des jours meilleurs dans sa jeunesse, a laissé passer tout ça. Alors, je ne commenterai pas tellement les propos de Régis Debray parce que j'estime que c'est un intellectuel de valeur. Il y a peu de gens de gauche qui, comme lui, défendent la souveraineté de la France et la langue française, et que, par ailleurs, il a des écrits théoriques de qualité. Je me concentrerai sur les deux premiers, qui ont tenu des propos anticommunistes, disons répétés, et ce qui est choquant, c'est que jamais les communistes, jamais les marxistes ne peuvent, bien sûr, mais le contraire serait étonnant, répondre dans ce type d'émission, puisque Monsieur Finkielkraut ne les invite jamais. Alors, d'abord Henri Weber. Henri Weber, eh bien, il a déclaré, pour, disons en gros, éclairer son propre parcours, que il avait d'abord été membre du PCF. Il a d'ailleurs reconnu que c'était le PCF à l'époque de la guerre d'Algérie qui était la seule force politique importante à combattre les guerres coloniales. Et puis ensuite, il est devenu trotskiste, et pour finir, il est entré dans les rangs du Parti socialiste, et il a fini dans les ordres de la République en tant que sénateur. Et il nous a expliqué que, finalement, il avait compris que le mot communisme et le mot société sans classe, puisque communisme chez Marx c'est société sans classe, et bien que ce mot était une contradiction dans les termes. Je reprends ses propres paroles, quoi. Et il a expliqué qu'effectivement, bon ben voilà, une société sans classe, c'est une contradiction dans les termes parce que c'est une impossibilité. Donc ça sous-entend comme une évidence que toute société comporte des classes. Et à partir de là, eh bien, le communisme n'est qu'une utopie, ça ne peut pas marcher, et donc ce qu'il faut, c'est ce qu'il a fait lui-même, c'est-à-dire rallier la social-démocratie, qui, paraît-il, a apporté à notre pays la douceur de vivre, avec certaines réformes sociales. Alors, je lui réponds deux choses. D'abord que il n'est pas exact que le mot société sans classe soit une contradiction dans les termes, et je dirais même que c'est l'inverse. C'est l'expression société de classe qui est une contradiction dans les termes, et même, nous le verrons par la suite, une contradiction dialectique qui conduit à son propre dépassement. C'est d'abord, à première vue en tout cas, une contradiction dans les termes, parce que une société, c'est ce qui, comme son nom l'indique, fait lien social entre des individus. Et quand vous avez des classes sociales et que l'une de ces classes exploite les autres, et que la minorité exploite la majorité, eh bien, ça ne cultive pas tellement, disons, les liens et la solidarité entre les individus de la société, c'est plutôt l'inverse. Quand il y a exploitation de classe, eh bien, ça cultive plutôt, d'une part, la concurrence entre les maîtres, entre les chefs de file de la société, et d'autre part, évidemment, la lutte des classes, parce que les opprimés n'ont pas tellement envie d'être opprimés, donc ils se battent pour autre chose, et les choses peuvent aboutir à travers cela à ce qui n'est pas le produit de la volonté des révolutionnaires ou des communistes, mais qui se produit tout de même dans l'histoire, c'est-à-dire la guerre civile. Et donc c'est le contraire, une vraie société, c'est une société sans classe, une société dans laquelle les membres de la société tirent tous à égalité profit de leur appartenance à la société, c'est clair comme le jour. Et ça, c'est pas Marx qui l'a montré, c'est d'une part le bon sens, je dirais, et d'autre part, c'est Rousseau. Lisez par exemple le dernier chapitre du livre 1 du contrat social et la petite note qui clôt ce chapitre dans laquelle Rousseau explique que dans les sociétés où l'inégalité économique règne, eh bien le contrat social n'est jamais qu'une fiction, parce que les lois protègent les riches et dépossèdent les pauvres, et donc ce n'est une société qu'en apparence, en réalité, c'est toujours une jungle. C'est toujours l'état de nature dans tout ce qu'il a de plus barbare, et qu'il faut absolument dépasser par le contrat social. Un vrai contrat social implique une société égalitaire, que ce soit une société où
les hommes se sont partagés également la terre, par exemple, c'est plutôt vers quoi incline Rousseau, ou que ce soit une société communiste où ensemble ils cultivent eh bien, les ressources naturelles et les ressources sociales. Et dans ce cas, le contrat social qui les lie les uns aux autres n'est pas une usurpation. Et donc on a affaire à une véritable société CQFD. Monsieur Henri Weber était donc totalement à côté de la plaque. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas vrai que la social-démocratie a apporté la douceur de vivre en France. L'expérience montre l'inverse, et l'histoire. Quand y a-t-il eu les plus grands progrès sociaux en France au XXe siècle? Eh bien, par exemple, au moment du Front populaire, c'est-à-dire à une époque où le Parti communiste était très fort, et où il a obligé, avec la CGT occupant les usines, Léon Blum, qui ne voulait pas aller si loin, à accorder toutes sortes de choses, y compris des choses qui n'étaient pas dans le programme du Front populaire. Et c'est lorsque, au contraire, eh bien, Léon Blum a décrété la pause, et qu'il a senti que la pression sociale se relâchait un petit peu, qu'il a repris de l'avantage, qu'il a laissé tomber l'Espagne républicaine, et qu'il n'a pas tellement apporté la douceur de vivre aux Espagnols, soit dit en passant, puisque ça a bien aidé Franco à les écraser. Et d'autre part, le deuxième moment important, c'est 1945. C'est quand les communistes étaient très prestigieux au sortir effectivement de la résistance et des grands sacrifices qu'ils avaient consentis. La grève des mineurs de 41, les combats des FTP dans les maquis de Corrèze, la libération de Paris sous l'égide de Rol-Tanguy, ou les combats de la guérilla FTP-MOI. C'est là qu'il y a eu les plus grandes avancées sous l'égide des ministres communistes de 1945. Ils n'étaient pas sociodémocrates. Thorez, statut de la fonction publique, statut des mineurs, nationalisation des houillères. Ambroise Croizat, création de la sécurité sociale, des retraites par répartition, des comités d'entreprise, du code du travail, généralisation des conventions collectives. Ils n'étaient pas sociodémocrates, ces gens-là. Ils étaient communistes, ils étaient marxistes, léninistes, ou Marcel Paul, avec la nationalisation d'EDF et la mise en place des œuvres sociales d'EDF, qui ont été un modèle et un point d'appui pour tous les salariés pendant les décennies qui ont suivi. Et c'est au contraire quand les communistes ont été chassés du gouvernement en 1947 sur l'ordre des Américains, ça s'est passé comme ça aussi en Italie et en Belgique, que les reculs sociaux ont recommencé à pleuvoir. Avec qui au pouvoir? Qui? Eh bien, la SFIO, le Parti socialiste allié à la droite, c'est-à-dire au MRP. Moi, je vis dans le bassin minier du Pas-de-Calais, et dans le bassin minier du Pas-de-Calais, eh bien, en 1948, les mineurs ont dû réagir à la tentative du gouvernement à participation socialiste de supprimer leur statut Thorez. Il y a eu une très grande grève, et elle a été matée dans le sang par les tanks envoyés par Jules Moch, ministre de la SFIO. Alors, la douceur de vivre de la SFIO et du Parti socialiste, vous m'en reparlerez, s'il vous plaît, et vous en reparlerez aux descendants des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. À l'échelle internationale, même chose d'ailleurs. Quand est-ce qu'il y a eu de grandes avancées sociales en Allemagne de l'Ouest? Eh bien, à l'époque où il y avait, certes, la social-démocratie au pouvoir en Allemagne de l'Ouest, à Bonn, mais où il y avait la RDA, et où effectivement, du coup, eh bien, les dirigeants de la RDA, les dirigeants sociodémocrates, ont lâché du lest à leur classe ouvrière parce qu'il fallait tenir la concurrence sociale de la RDA, où les loyers étaient presque gratuits, où les vacances étaient généralisées pour les ouvriers, où le plein emploi était assuré, ainsi de suite. Il fallait tenir la concurrence politique de la RDA sur le terrain social. Contre-preuve, lorsque la RDA a été détruite et annexée par, ça s'appelle la réunification, pardon, par la RFA, eh bien, il y a eu les lois Hartz. Et les lois Hartz, c'est la destruction de l'État social ouest-allemand. Plus besoin, là, de faire des concessions. Et Hartz, il était quoi? Eh bien, c'était un serviteur du gouvernement social-démocrate, c'est sous Schröder, c'est sous le social-démocrate Schröder que ce grand retour en arrière a été fait. CQFD, là encore, quand les communistes sont forts, eh bien, les sociodémocrates sont obligés, pour donner le change, de jeter un peu de lest et de donner un certain nombre d'acquis sous la pression des masses populaires aux travailleurs. Et quand la pression des masses populaires se relâche parce que les communistes aussi sont affaiblis, ou parce que les pays socialistes disparaissent, eh bien, la social-démocratie joue son rôle de parti du capital, le parti de gauche du capital, puisqu'il y a une droite et une gauche du capital. Et eux, eh bien, c'est la gauche du capital. C'est, je dirais, le direct du gauche du capital, plus exactement, si l'on peut dire.
Je passe maintenant au deuxième gaillard, c'est-à-dire Finkielkraut. Finkielkraut, il a aussitôt trouvé qu'Henri Weber n'allait pas assez loin, et qu'il ne fallait pas simplement dire que le communisme était une utopie. Voyons, monsieur Weber, l'utopie c'est pas assez grave, l'utopie c'est positif. Le communisme est criminel, parce que les communistes, à l'instar de Robespierre, leur principal inspirateur, eh bien, ils considèrent que tous ceux qui sont contre eux sont en dehors de l'humanité, et que donc il faut les zigouiller. Et donc le goulag et compagnie. Voilà, donc le communisme est une utopie criminelle. Il faut ajouter ceci, sinon ça ne va pas. Eh bien, bien sûr, ni Weber ni Régis Debray ont malheureusement objecté quoi que ce soit là-dessus, alors que je répète quand même que tous les deux se sont réclamés du communisme, au moins dans la jeunesse, dans leur jeunesse. Eh bien, là aussi, c'est une belle absurdité du point de vue du concept, du point de vue de l'histoire et du point de vue de l'actualité. D'abord du point de vue du concept, parce qu'il est faux que les communistes aient jamais dit qu'il fallait exterminer les ennemis et qu'il fallait les traiter comme des êtres sans importance. C'est l'inverse qui est vrai. Déjà Rousseau, Rousseau qui est l'inspirateur de Robespierre, partons de lui, expliquait que, voilà, dans une guerre par exemple, on a le droit de tuer l'ennemi tant qu'il est armé, parce que c'est lui ou moi. Mais que dès qu'il est désarmé, il ne faut plus le tuer, bien sûr, puisqu'il cesse à ce moment-là d'être un ennemi, il redevient un être humain, et on ne doit plus le tuer. Je continue, si vous voulez, on peut dire aussi, toujours pour en rester sur le terrain des concepts, que toujours les communistes ont affirmé qu'ils voulaient justement une société sans classe, et que ce qu'ils voulaient détruire, c'était la classe exploiteuse, plus exactement l'exploitation de classe. Et la classe exploiteuse, ce ne sont pas les individus de la classe en question, les communistes sont marxistes, et pour eux, une classe, c'est pas un ensemble d'individus, c'est un rapport social. C'est le rapport social capitaliste, c'est le rapport social d'exploitation et d'oppression, ou l'impérialisme à l'échelle des nations. Il s'agit de détruire, et non pas les individus eux-mêmes. Alors bien entendu, si des individus, je ne sais pas moi, prenons Hitler, se confondent entièrement, jusqu'au bout, persistent et signent, avec le phénomène de l'exploitation, de l'oppression, du racisme, et ainsi de suite, eh bien tant pis pour eux, c'est à la guerre comme à la guerre. Ils se gênent pas en face. Bon, quand même, regardez un peu ce qu'ils ont fait lors de la Commune de Paris avec au moins 30 000 morts de fusillés au hasard dans les rues de Paris, et là on n'en parle jamais, M. Finkielkraut, de ça. Ou bien quand on regarde ce qui s'est passé en Indonésie, où près d'1 million de personnes ont été zigouillées parce que supprimées, parce que supposées d'être communistes, eh bien évidemment là on se défend, nous les communistes, ce n'est pas non plus, si vous voulez, du genre à tendre la joue droite quand on nous frappe sur la joue gauche. On répond, parce que c'est la lutte des classes. Mais non pas dans le but d'exterminer les individus, si les individus acceptent ensuite de travailler, tout simplement. Si les capitalistes, une fois qu'ils sont vaincus, acceptent de jouer le jeu de la nouvelle société et tout simplement de travailler, eh bien, on les accepte. Il faut, comme on le disait à une certaine époque, bien soigner la maladie, mais sauver l'homme. Maintenant, si l'homme lui-même se confond avec la maladie, se complaît dans la maladie, eh bien, tant pis, à ce moment-là, que voulez-vous? Je dirais qu'il se passe ce qui se passe dans n'importe quel combat, à quelque époque que ce soit. Et donc, si vous voulez, en réalité, nous voulons une société sans classe, dans laquelle, effectivement, il n'y aura plus d'oppresseurs et d'opprimés, d'exploiteurs et d'exploités, et où, justement, à partir de là, tous les hommes seront frères, pour du bon. On voit toute la différence avec cette version dure du capitalisme qu'a été, et que peut-être à nouveau, le fascisme. Où là, au contraire, ce ne sont pas les ennemis en tant qu'ennemis qui sont visés, ce sont des hommes en tant que tels. Lorsque les nazis ont exterminé les juifs, ou lorsqu'ils ont exterminé d'autres populations ciblées pour ce qu'elles sont, et non pas pour tel ou tel rapport social, non pas pour telle ou telle action, non pas pour telle ou telle relation avec les autres individus, là ils ont montré réellement ce que c'est que le capitalisme, qui exploite justement les gens. S'il les exploite, ça veut dire qu'il les traite comme des choses, et non pas comme des gens. Et c'est ça que nous voulons justement supprimer, c'est ce rapport inhumain. Et par conséquent, quand nous luttons pour l'humanité, nous luttons pour tous les hommes, y compris pour les capitalistes eux-mêmes. Il est indigne d'exploiter quelqu'un d'autre, il est aussi indigne d'être exploité que d'exploiter quelqu'un d'autre. Et le tyran n'est pas moins esclave du rapport d'esclavage que le tyrannisé. Donc nous voulons supprimer ces rapports indignes qui abîment l'humanité dans la personne de l'esclave, mais aussi dans la personne du maître. Maintenant, bon, c'est aussi au maître qu'est posé la question, s'il ne veut pas lui-même se dégager du rapport de maîtrise, si lui-même il n'existe que là-dedans, eh bien à ce moment-là, il prend lui-même ses propres responsabilités.
Et j'en viens effectivement à l'histoire. L'histoire nous a montré effectivement, non pas ce que dit M. Finkielkraut, mais tout à fait l'inverse. Lors de la période effectivement qu'il cible le plus, c'est-à-dire les années 30 à 70, quel est le pays qui a le plus souffert? Sinon l'Union soviétique, c'est bien l'Union soviétique qui, pour nous libérer, pour libérer l'Europe du pire régime qui ait jamais existé, a perdu près de 30 millions des siens, qui ont été victimes de la barbarie du fascisme, mais qui ont été aussi victimes du fait que l'Union soviétique a dû combattre pendant toute une période toute seule, sans que les États-Unis, par exemple, ne se décident véritablement à entrer dans la guerre avant d'avoir regardé un petit peu de quel côté ça tournait, pour le dire gentiment, si vous voulez. Donc regardons les choses. On nous objecte le livre noir du communisme, dans lequel effectivement messieurs Courtois et consorts, en additionnant des chaussettes et des bananes, ont fini par aboutir à des chiffres astronomiques attribués aux communistes. Bientôt, d'ailleurs certains sont en train de dire en ce moment que les milliers de morts du Covid-19 sont des victimes du communisme, puisque ça vient de Chine. Eh bien, allons-y gaiement. Hein, voilà, c'est le type de raisonnement qui permet de dire ça. Mais moi, j'ai pas besoin d'ajouter des chaussettes et des bananes pour constituer, si j'avais les moyens éditoriaux de le faire, non pas un livre, mais une bibliothèque noire de l'anticommunisme. Une bibliothèque noire des crimes du capitalisme, des crimes de l'impérialisme, des crimes du colonialisme. Et là, on pourrait effectivement épiloguer, mais comme on n'aura pas la parole sur France Culture, évidemment, j'en suis réduit à faire des vidéos chez moi, parce qu'il fait mauvais temps dehors. Alors, cela étant, je dirais pour résumer que non, monsieur Régis Debray, vous avez tort de dire que vous avez un bilan de faillite. D'abord, c'est pas vrai, votre œuvre est intéressante. Votre trajectoire, bon, est contestable comme toutes les trajectoires, mais elle n'est pas sans intérêt. Vous êtes au moins un républicain. Et vous avez tort aussi quand vous dites qu'il y a un bilan de faillite pour, en gros, la gauche marxiste dont vous étiez un membre dans votre jeunesse quand vous avez fréquenté Fidel et Che. Hein, ce n'est pas vrai. Il y a eu un bilan positif de l'humanité tant qu'elle s'est dirigée dans le sens du socialisme, avec effectivement bon, des grands écarts par certains moments, mais le socialisme était une première expérience historique, il faut tenir compte de cela. Et surtout, tout le monde le voit à l'œil nu, je finirai sur ce point, le bilan de la destruction du socialisme, lui, alors là, il est vraiment catastrophique pour l'humanité, le bilan de la destruction du socialisme. Ça s'appelle la mondialisation capitaliste. En Europe, ça s'appelle l'Union européenne et sa politique de ravage social dont on a vu les effets à l'hôpital récemment, avec les politiques budgétaires, les politiques des 3% de Maastricht et compagnie, on a vu ce que ça donnait. Et c'est ça qui est négatif. Tout le monde le voit, depuis que le socialisme n'est plus là, depuis que le communisme ne peut plus équilibrer à l'échelle mondiale le camp capitaliste et que celui-ci a les mains libres, c'est triste pour la classe ouvrière, c'est triste pour le monde du travail, c'est triste pour les peuples. Regardez le peuple palestinien, ce qu'on lui fait. À l'heure actuelle, par exemple, pour ne prendre que lui, regardez comment sont traités les peuples sous blocus, les Iraniens, les Vénézuéliens, et j'en passe. Bon. Et regardez maintenant aussi, tout simplement, les meilleurs témoins de tout cela, les plus objectifs, ce ne sont pas les messieurs Courtois, Weber et Finkielkraut qui parlent du haut, effectivement, de leurs privilèges de classe. Ce sont tout simplement les citoyens russes. Quand on les interroge sur ce qu'ils ont maintenant et sur ce qui existait, pour certains d'entre eux quand ils étaient plus jeunes, et dont on a entendu parler tout de même aussi les jeunes actuels, et qu'on leur demande s'ils regrettent l'Union soviétique, eh bien la réponse est massive. Oui, oui, oui. 65% des Russes regrettent l'Union soviétique, une vingtaine de pourcents ne savent pas, et 10% seulement, ceux qui ont profité évidemment de la restauration du capitalisme, applaudissent ce qui s'est passé parce qu'ils ont très bien vu que, bon, en fait, en gros, eh bien, les travailleurs y ont perdu, les capitalistes y ont gagné, et comme les travailleurs sont bien plus nombreux que les capitalistes, vous pouvez vite faire l'addition. Donc, s'il y a un bilan du bilan, monsieur Régis Debray, à faire, c'est que le bilan du socialisme est ce qu'il est, et il a beaucoup apporté au peuple, notamment en France. Je l'ai dit tout à l'heure, avec la victoire de Stalingrad et derrière, celle du Conseil national de la résistance et celle des ministres communistes, d'immenses avancées sociales que nous perdons en ce moment parce qu'il n'y a plus de véritable parti communiste, marxiste-léniniste, combatif comme à l'époque,
parce que aussi peut-être nous les travailleurs nous nous défendons moins qu'à l'époque, et tout simplement il y a aussi à l'échelle mondiale ce bilan absolument dramatique pour l'humanité qui est celui de la mondialisation capitaliste, dont on voit chaque jour davantage qu'elle conduit non seulement à plus d'injustice, mais qu'elle met en péril. Si on regarde bien les choses, y compris à travers la récente pandémie du Covid-19, la façon dont elle s'est mondialisée à toute vitesse et dont on n'a pas pu dans bien des pays la traiter parce que les hôpitaux étaient cassés, on voit bien qu'effectivement cette mondialisation elle met en péril la vie de l'humanité. Donc pour nous communistes, c'est pour ça que nous disons franchement communistes, nous n'avons non seulement pas honte d'être communistes, mais nous sommes fiers d'être communistes et nous continuons à porter ce message. La première expérience du socialisme a donné un certain nombre de résultats qu'il faut étudier, et maintenant il nous faut un socialisme-communisme de notre seconde génération, si l'on peut dire, de seconde génération, pour arriver à sortir de cette société capitaliste de plus en plus barbare, de plus en plus destructive, de plus en plus irresponsable, et tournée entièrement vers le tout profit. On n'a pas le choix. Comme dit Fidel, le socialisme ou la mort. Ça ne veut pas dire qu'on veut mourir pour le socialisme. On peut peut-être être amené à le faire, mais c'est pas notre but. Ça veut dire que s'il n'y a pas le socialisme, si le capitalisme demeure, eh bien l'humanité peut très bien mourir. Voilà, donc vous avez faux sur toute la ligne, messieurs les anticommunistes. Merci de votre écoute.